Une infirmière en difficulté a été renvoyée pour avoir amené son fils au travail, jusqu'à ce que son nouveau PDG intervienne et change tout. Sous la lumière crue des néons du couloir de l'unité des Grands Brûlés, le chaos a éclaté comme une tempête de feu. Julia, ses cheveux blonds tombant en mèches désordonnées autour de son visage, serrait fort son fils de 6 ans, Léo, dans ses bras. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, son souffle pris entre la fureur et la peur. 2 gardes de sécurité l'encadraient, la repoussant contre le mur comme si elle était une menace plutôt qu'une mère. « Mon fils n'a rien fait de mal », cria-t-elle, la voix rauque. Il essayait seulement d'aider un patient, pas de faire du mal à qui que ce soit. Ces mots claquèrent dans le couloir comme un coup de fouet. En face d'elle, Marsha, la responsable de l'équipe de nuit, se tenait debout, le visage rouge de colère, son presse-papier tremblant dans sa main. Elle est renvoyée, aboyait-elle à l'équipe de sécurité. Son fils a fait s'évanouir un patient. C'est un risque pour notre responsabilité. Ce n'est pas vrai, dit Julia, la voix tremblante. Noah s'est calmé grâce à Léo. Demandez à n'importe qui était là. Vous n'êtes plus la bienvenue ici, Julia. Plus jamais. L'un des gardes saisit le coude de Julia. Elle tenta de se dégager, tenant toujours Léo, qui s'était mis à pleurer avec des sanglots saccadés, ses petites mains agrippant le tissu de sa blouse. Puis vint la dernière poussée. Le pied de Julia glissa sur le sol en vinyle. Elle tomba lourdement, ses genoux raclant le sol. Ses bras protégèrent instinctivement Léo, qui gémit de peur. Sa joue pressée contre sa poitrine. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une voix retentit, profonde, autoritaire, tranchante comme du verre. « Arrêtez. Que diable se passe-t-il ici ?» Le couloir tomba dans un silence stupéfait. Du fond du couloir, un homme s'avança d'un pas rapide. Grand, les épaules larges et impeccablement vêtu d'un costume anthracite sur mesure, il se déplaçait avec une présence qui forçait les gens à s'écarter sans qu'on le leur demande. Daniel Reeves, le nouveau PDG de El Hospital. Ses yeux gris acier balayèrent la scène comme un chirurgien évaluant une crise. « Que quelqu'un m'explique. » dit-il froidement, pourquoi une mère et son enfant sont physiquement jetés hors d'un établissement médical. Marcia se redressa, balbutiant. « Monsieur Reeves, cette femme a été licenciée pour avoir amené un enfant dans une zone réglementée. Son fils est entré dans la chambre d'un patient sans permission. Il y a eu un incident. » Il s'approcha de Julia, qui était toujours à genoux. Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite, ses yeux brillants de larmes non versées. Pendant une brève seconde, c'était comme si les derniers mois d'épuisement, de terreur et d'isolement s'étaient arrêtés. Le silence entre eux contenait quelque chose de fragile, comme l'espoir. Daniel lui tendit la main. « Est-ce que ça va ?» Julia hésita, puis hocha lentement la tête, ajustant Léo dans ses bras tout en saisissant sa main. Il la releva doucement, la stabilisant avec un contact à la fois fort et prudent. Léo le regarda à travers des yeux rougis. Daniel s'agenouilla légèrement, se mettant à la hauteur du garçon. « Salatoy, tu dois être Léo. » Léo renifla. « On a des ennuis? »« Non, » dit Daniel fermement. « Toi non, iti ta maman non plus. » Il se releva, son ton maintenant tranchant alors qu'il se retournait vers Marcia et les gardes. « Cette conversation est terminée. Escortez Madame Parker et son fils jusqu'à la salle de repos du personnel. Je m'occupe de ça à partir de maintenant. » Mais Reeves, comment comme Marcia? J'ai dit que je m'en occupe. Les lèvres de Marcia se pincèrent en une ligne fine, mais elle hocha la tête, s'écartant. Daniel se tourna vers Julia. « Vous avez l'air d'avoir tous les deux besoin d'une minute pour respirer. Venez avec moi. » Julia serra Léo plus fort. Elle ne connaissait pas cet homme, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression de devoir rester seule. Elle le suivit. Le salon où Daniel les amena était calme, faiblement éclairé, et sentait légèrement le café et le désinfectant. Julia s'assit sur le canapé en cuir usé, ses bras enroulés fermement autour de Léo, qui avait enfin cessé de pleurer mais refusait de la lâcher. Daniel se tenait en face d'eux, les bras croisés, observant la mère et le fils sans la moindre trace de jugement dans les yeux. « J'ai juste besoin d'une minute, » murmura-t-elle, sans vraiment le regarder. « Prenez tout le temps qu'il vous faut, » dit-il doucement, puis il sortit de la pièce pour leur donner de l'espace. Alors que la porte se fermait, Julia laissa sa tête tomber en arrière contre le mur. Ses yeux dérivèrent vers le plafond, mais son esprit était loin,
quelque part rempli de fumée et de flammes. Tout avait commencé un dimanche soir. L'appartement qu'elle et son mari louaient depuis des années, celui où Léo était né, avait pris feu à cause d'un court-circuit électrique. Le temps que Julia attrape Léo et sorte, la moitié de l'immeuble était partie en fumée. Son mari n'en était pas sorti. Après les funérailles, elle essaya de tout gérer. L'argent du loyer avait disparu, les factures s'accumulaient. Ils se retrouvèrent dans un minuscule sous-sol à 3 rues de l'hôpital. Les nuits étaient les pires. Léo criait dans son sommeil, sursautait au son des bips du micro-ondes, refusait de dormir sans la lumière du placard allumée. Julia ne pouvait pas se permettre une garde d'enfant à plein temps, surtout pas pour un garçon souffrant d'anxiété post-traumatique. La liste d'attente pour une thérapie abordable était de 8 mois, alors elle fit la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle l'emmenait avec elle. Pas tous les soirs, juste ceux où elle n'avait personne d'autre vers qui se tournait. Elle lui préparait un petit lit dans la salle de repos des infirmières avec une couverture douce, son éléphant en peluche préféré et un casque qui jouait des sons de pluie. Parfois il dormait, parfois non, mais au moins elle pouvait le voir, prendre de ses nouvelles entre deux patients, lui chuchoter à l'oreille quand il gémissait dans son sommeil. Elle n'avait jamais voulu causer de problème, mais les problèmes semblaient toujours la trouver. Dès le premier jour, Marcia l'avait prise en grippe. Elle ne le disait jamais ouvertement, mais Julia le sentait, la façon dont son ton changeait en s'adressant à elle, les regards qu'elle lui lançait pendant les réunions, les petites piques sur les infirmières trop émotives. Elle la critiquait devant les autres pour être trop attachée aux patients, pour passer trop de temps à lire des histoires aux enfants alors qu'il y avait des dossiers à mettre à jour. Julia essaya de s'y conformer. Elle réduisit le temps des histoires. Elle laissa Léo à la maison quelques fois, jusqu'à la nuit où il fit une crise de panique totale, recroquevillé sous la table de la cuisine, incapable de respirer. Son visage était devenu bleu. Elle l'avait à peine amené aux urgences à temps. Cette nuit-là, elle jura de ne plus jamais le laisser seul. Elle mit donc en place une routine. Léo venait avec elle, restait caché, calme et en sécurité. Pas une seule fois il n'interrompit une procédure, pas une seule fois il n'interféra. Et elle fut renvoyée pour avoir amené son enfant au travail. La lumière du matin touchait à peine le couloir alors que Julia marchait lentement, une boîte en carton serrée contre sa poitrine. À l'intérieur se trouvaient ses affaires, un stéthoscope, une photo de Léo dans sa cape de super-héros et une tasse à café peinte avec les mots « Infirmière Julia » d'une écriture d'enfant tremblante. Léo marchait à côté d'elle, silencieux, s'accrochant à sa blouse. Ses yeux balayaient le couloir, anxieux. Alors qu'ils approchaient de l'unité des grands brûlés pédiatriques, le cri strident d'un enfant déchira l'air. À l'intérieur, un jeune garçon, Noah, se débattait sur un lit d'hôpital, terrifié. « Noah, s'il te plaît, supplia une infirmière. Nous avons juste besoin de t'aider à guérir. » Il cria plus fort, s'agitant. Léo s'arrêta de marcher. « Mon chéri, continuons. » Commença Julia, mais Léo se dégagea et entra dans la chambre. « Léo, non, commença-t-elle, figée. » Il s'assit tranquillement près du lit de Noah, fouillant dans son sac à dos. Il en sortit une feuille de papier froissée et la déplia avec soin. « Moi aussi, je criais avant, dit-il. Noah Esserita, observant. » Léo posa le papier. « C'est mon robot. Il a des bras ignifuges et des pieds froids. Il m'a sorti quand le feu est arrivé. Je le dessine quand j'ai peur. » Les mains de Noah cessèrent de trembler, sa respiration ralentit. Léo se pencha plus près. Le garçon tendit la main et prit le dessin, le serrant contre sa poitrine. Pour la première fois, il se rallongea sans pleurer. Un calme respectueux s'installa dans la pièce. Julia se tenait juste à l'extérieur de la porte, regardant avec de grands yeux. Puis, que se passe-t-il ici? Marcia entra en trombe, sa voix comme une sirène. Il n'est pas. Il est juste. Il a calmé Noah. Ça m'est égal, lança Marcia. Vous entrez sans autorisation et mettez les patients en danger. Léo se réfugia derrière sa mère. Les infirmières se regardèrent, mais ne dirent rien. Sécurité, cria Marcia. Non, dit une voix derrière elle. Tout le monde se tourna. Daniel Reeves se tenait dans l'embrasure de la porte, calme mais autoritaire. Son regard se fixa sur Léo, puis sur le dessin que Noah tenait toujours près de lui. Je m'occupe de ça, dit-il. Marcia ouvrit la bouche, mais il la fit taire d'un seul regard. Daniel entra dans la pièce, s'agenouilla à côté du lit. « Puis-je voir ton dessin » demanda-t-il gentiment.
Noah hocha la tête et le lui tendit. Daniel étudia l'image. Un robot audacieux, protégeant un petit bonhomme en bâton. Il se tourna vers Julia, puis vers Léo. Il se redressa. Cet enfant n'a mis personne en danger, dit-il clairement. Il a rappelé à quelqu'un comment être courageux. De retour au présent, Julia était assise avec Léo sur ses genoux, le tenant près d'elle alors que sa respiration ralentissait. Ses petits doigts s'accrochaient à sa manche comme du lierre, même dans son sommeil. Daniel revint avec une bouteille d'eau, une couverture et une serviette chaude. Il les lui tendit sans un mot, puis s'agenouilla au niveau de Léo, écartant doucement une mèche de cheveux humides du front du garçon. Il est épuisé, dit-il doucement. Julia hocha la tête, enroulant la couverture autour de Léo. Ces derniers mois ont été difficiles. Daniel s'assit sur la chaise en face d'elle, les coudes sur les genoux. Vous n'avez pas à tout expliquer maintenant, mais j'aimerais comprendre. Julia hésita, tout en elle lui disait de rester sur ses gardes. Elle avait appris à ne pas s'attendre à la justice. Mais quelque chose dans la voix de Daniel, dans la façon dont il regardait Léo, comme s'il était plus qu'un simple risque, la désarma. Pourtant, elle dit doucement, « Vous savez que j'ai déjà été renvoyé. »« Je sais ce que Marsha a dit, » répondit-il. « Ça n'en fait pas la vérité. » Elle l'étudia, incertaine. Daniel soutint son regard avec une calme résolution. « Attendez ici. Laissez-moi voir ce qui s'est vraiment passé. » Puis il se leva et sortit. Julia resta assise en silence, serrant Léo contre elle. Son esprit était un champ de bataille de souvenirs, de « et si » et de peurs chuchotées. Pendant quelques instants, le seul son dans la pièce était le doux ronronnement de la ventilation et le faible battement du cœur de Léo contre sa poitrine. En bas, Daniel entra dans le bureau de la sécurité. Le garde de service se leva immédiatement. « M. Reeves, j'ai besoin des enregistrements de ce matin. » Unité des grands brûlés pédiatriques, salle de soins 3, dit-il fermement. Le garde hésita, puis hocha la tête et afficha les fichiers. Sur l'écran, le couloir apparut, l'horodatage défilant lentement dans le coin. Daniel croisa les bras, les yeux fixés sur le moniteur. Il vit Julia passer, tenant une boîte en carton. Léo marchait à côté d'elle, petit et sérieux, son sac à dos à la main. Puis, le moment clé. Léo s'arrêta, regarda par la porte ouverte, entra. La machoide de Daniel s'écrispa. Il continua de regarder. La pièce en plein chaos, des infirmières essayant de calmer un Noah paniqué. Puis Léo, sortant soigneusement un papier de son sac. S'assint parlant d'Ausmet. Daniel se pencha. Il n'y avait pas de son, mais peu importait. Les images parlaient d'elles-mêmes. Un garçon effrayé en réconfortant un autre, pliant l'espoir dans du papier avec des lignes de crayon et une sagesse enfantine. Noah se calma lentement. Léo lui tendit le dessin, un échange silencieux de bravoure. La gorge de Daniel assit Sarah. Puis, Marcia, entrant en trombe, les bras agités, pointant Léo comme s'il était une menace. Daniel mit la vidéo en pause. Il ferma les yeux un instant, puis laissa échapper un souffle. Un souffle rempli à la fois de clarté et de fureur. « Ce n'est pas une infraction, » murmura-t-il pour lui-même. Il relança la lecture. « C'est de l'humanité. » Quand Daniel retourna au salon, Julia leva immédiatement les yeux. Ses bras étaient toujours enroulés autour de Léo, qui dormait maintenant profondément, sa petite main recroquevillée près de sa joue. Elle se prépara au pire, mais Daniel n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air ému. Il s'assit à côté d'elle, se penchant légèrement en avant. « J'ai tout vu. » Son cœur battait la chamade. « Et j'ai vu votre fils faire quelque chose qu'aucun médecin ou infirmière ne pouvait faire. » Dit-il. Il a créé un lien. Il a fait en sorte qu'un enfant effrayé se sente en sécurité. Julia cligna rapidement des yeux. « Alors, vous n'allez pas porter plainte ?» Daniel secoua la tête. « Non, Julia. Je vais laver votre nom. » Il se pencha en arrière, laissant le poids de ses mots s'installer. « Vous avez été trahi par le système. On vous a traité comme un problème alors que vous faisiez tout ce que vous pouviez avec rien. Et malgré tout, vous avez quand même fait une différence. » Julia baissa les yeux sur Léo, puis de nouveau sur Daniel. Sa voix se brisa. « Merci. » Il se leva. « Reposez-vous. J'ai du travail à faire. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, elle appela doucement. « Pourquoi nous aidez-vous » Daniel s'arrêta, se retourna à moitié. « Parce qu'une gentillesse comme celle-là ne devrait pas être punie, dit-il. Elle devrait être protégée.
La salle de conférence était remplie d'un faible bourdonnement de conversation, de papier froissé et du bruit des chaises que l'on tirait. Infirmières en blouse, médecins en blouse blanche, administrateurs avec des tablettes à la main, tout le monde avait répondu à l'appel urgent du bureau du nouveau PDG. La plupart s'attendaient à une autre réunion ennuyeuse sur la conformité ou à une mise à jour sur la restructuration. Après tout, une nouvelle direction signifiait souvent du changement. Peu s'attendaient à autre chose que des changements de politique ou des réalignements budgétaires. Ce qu'ils eurent à la place, ce fut le silence. Daniel Reeves se tenait à l'avant de la salle, non pas derrière un podium, non pas flanqué de conseillers juridiques, mais seul. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, sa veste de costume drapée sur le dossier d'une chaise voisine. Derrière lui, le grand écran montrait une image vidéo en pause. Un jeune garçon assis tranquillement à côté d'un lit d'hôpital, tenant un dessin. Daniel balaya la salle du regard avant de parler, sa voix calme mais résonnante. « Ceci, dit-il en désignant l'écran, n'est pas une réunion disciplinaire. C'est un miroir, et ce que nous y verrons définira qui nous sommes. » Il lança la lecture. La salle se tut. Sur l'écran, la petite silhouette de Léo apparut. Ils le regardèrent entrer dans l'unité des Grands Brûlés, sans y être invités, sans peur. Ses mouvements doux, la façon dont il s'assit doucement, la façon dont il déplia son dessin, ils regardèrent le patient terrifié. Noah commençait à se calmer. Son corps se détendit. Sa panique s'estompa. Le moment où ses petites mains serrèrent le dessin du robot contre sa poitrine était sans équivoque. La vidéo se termina. Daniel se tourna de nouveau vers la salle, son expression indéchiffrable mais ferme. « Cet enfant, dit-il clairement, a offert à un patient traumatisé ce que des professionnels formés ne pouvaient pas offrir. Non pas parce que nous manquions de compétences, mais parce que parfois, ce qui guérit le plus, c'est la présence. Léo a apporté quelque chose dans cette pièce qu'aucune procédure ou protocole ne pouvait apporter. Il a apporté de l'empathie. Il a apporté son histoire, et cette histoire a sauvé quelqu'un. » Il s'approcha du bord de l'estrade. « Alors laissez-moi vous poser la question à tous. Qui ici croit que ce qu'il a fait était nuisible ?» Le silence était épais, immobile. Puis une voix s'éleva du fond. « Marcia, son ton sec, sur la défensive. C'était non autorisé. Un enfant dans un espace de traitement stérile. Et si quelque chose s'était mal passé? Et s'il avait été blessé? Au pire, si le patient avait mal réagi? C'était un risque. » Une vague de murmures discrets traversa la salle, malaise, désaccord. Puis l'une des infirmières pédiatriques les plus expérimentées se leva. « Avec tout mon respect, Marcia, dit-elle. Pour la première fois en 3 jours, ce garçon a laissé quelqu'un changer ses pansements sans crier. Ça ne s'est pas produit avec nous. C'est arrivé parce que Léo l'a fait se sentir en sécurité. » Une autre ajouta, « Il n'a pas interféré. Il a créé un lien. C'est ce que Julia lui a appris, comment être doux, comment écouter. » Daniel fit un petit signe de tête. « Merci. » Il se retourna vers l'avant de la salle, son ton inébranlable. À partir de cet instant, l'infirmière Julia Parker est réintégrée à son poste complet sans aucune mesure disciplinaire. Elle n'aurait jamais dû être punie pour avoir choisi d'être à la fois une infirmière et une mère. Les applaudissements commencèrent lentement, des mains hésitantes qui applaudissaient. Puis ils devinrent réguliers et forts. Daniel attendit qu'ils s'adoucissent. Et nous ne nous arrêterons pas là. Aujourd'hui, nous commençons quelque chose de nouveau. Une salle de thérapie créative sera ouverte, sur le modèle de ce que Léo nous a montré. Ce sera un espace sûr pour que les enfants guérissent par l'expression, avec l'art, avec l'histoire, avec la compassion. Et elle sera dirigée par l'infirmière Parker. Cette fois, les applaudissements n'hésitèrent pas. Ils rugirent. Julia, debout près du mur latéral, cligna rapidement des yeux, remplis de larmes. Daniel la regarda, non pas avec fierté, mais avec un profond respect. Un enfant leur avait rappelé quelque chose de fondamental. Et de ce rappel, une révolution avait commencé. Plus tard cette semaine-là, Julia arriva tôt pour son premier jour d'aménagement du nouvel espace. Elle trouva la pièce fraîchement peinte d'un bleu doux, des étagères déjà garnies de crayons, de feutres, de puzzles, de jouets sensoriels. Mais ce qui la fit s'arrêter, c'est le plateau laissé sur la table basse près du coin. Une petite assiette de crêpes en forme de robot. À côté, une note soigneusement pliée et écrite d'une écriture soignée. Petit déjeuner pour notre thérapeute honoraire, de la part du bureau d'en haut. Julia sourit,
chassant la piqûre dans ce essieu. Elle regarda autour de la pièce silencieuse, pour la première fois depuis longtemps, se sentit comme si elle se tenait dans un lieu bâti sur la grâce, et pas seulement sur le devoir. Au fil des semaines, Daniel devint une présence discrète dans la salle de thérapie. 2 fois par semaine, sans annonce, il se présentait. Pas de presse-papier, pas d'ordre du jour. Il retroussait ses manches, s'asseyait sur le petit coussin de sol et coloriait. Parfois, il faisait des puzzles avec les enfants. Parfois, il écoutait simplement. Il n'en faisait jamais tout un plat. Julia remarqua la façon dont il créait de l'espace sans en prendre. Léo le remarqua aussi. Un après-midi, Léo rapporta un nouveau dessin, un robot vert vif avec de longs bras faits de fleurs. « Celui-là, c'est pour Monsieur Daniel, » dit-il. Daniel sourit, prit le dessin comme s'il était inestimable. « Je l'adore. Quel est son super pouvoir? » « Il aide les gens à se sentir moins seuls, » dit Léo, d'un ton neutre. « Comme vous. » Après ça, Léo cessa de l'appeler Monsieur Daniel. Il commença à l'appeler Oncle Daniel. Et Daniel ne le corrigea pas une seule fois. Les jours commencèrent à se fondre les uns dans les autres. Entre la coordination du nouvel espace de thérapie, les visites tardives à ses jeunes patients, et le fait d'être toujours une mère pour un garçon qui avait vu trop de feu pour une seule vie, Julia quittait rarement l'hôpital avant la nuit. Certaines nuits, elle ne partait pas du tout. Elle gardait un petit sac de voyage dans le vestiaire du personnel, au cas où. Mais Daniel l'avait remarqué. Bien sûr qu'il l'avait remarqué. Sans jamais l'annoncer, il prit discrètement des dispositions. Un soir, après une double garde, Julia entra dans le salon du personnel et trouva une couverture en tricot plié, une tasse de tisane à la camomille fumante et un sachet parfumé à la lavande posé sur le bras d'un fauteuil inclinable. Une note attachée au sachet de thé disait « On a besoin de toi ici, mais pas sans repos. » Elle ne demanda jamais qui l'avait installé. Elle n'eut jamais à le faire. Puis vint la nuit où elle s'effondra. Ce n'était rien de dramatique, juste une légère fièvre, quelques frissons qu'elle essaya d'ignorer. Elle mit ça sur le compte de la fatigue. Mais Daniel la vit trébucher près du poste des infirmières et attrapa son bras avant qu'elle ne touche le sol. « Pas de discussion, » dit-il, la guidant doucement vers l'ascenseur. « Tu vas te faire examiner. » Elle essaya de protester. « Je vais bien, juste surmener. »« Tu t'occupes de tout le monde, » dit-il doucement. « Laisse quelqu'un s'occuper de toi. » À la clinique du rez-de-chaussée, il attendit devant la salle d'examen pendant 2 heures. Assis tranquillement, son téléphone à la main, répondant à des emails, sirotant un café froid. Quand Julia sortit enfin, fatiguée mais innocentée de tout mal sérieux, il se leva. « Je t'avais dit que ce n'était rien, » dit-elle, réussissant un faible sourire. « N'empêche, » répondit-il, « tu as mérité une nuit de repos, sans avoir à prétendre que tu es invincible. » Quelques nuits plus tard, elle s'assoupit pendant une accalmie dans la salle de thérapie, la tête reposant contre le pouf. Léo était assis à proximité, entouré de crayons et de papiers éparpillés, à mi-chemin d'un nouveau dessin. Quand Daniel arriva, il s'arrêta sur le seuil. Julia dormait. Essay, respiration douse. Ses mains, habituellement occupées ou crispées par le stress, étaient complètement immobiles. Sans un mot, il ôta sa veste et la posa doucement sur ses épaules. Puis il s'assit à côté de Léo. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda-t-il. Léo brandit une page à moitié terminée. « C'est un dessin de maman et moi, mais le ciel est trop grand et je ne sais pas de quelle couleur il devrait être. » Daniel prit un crayon. « Et si on le faisait ensemble ?» Ils colorièrent en silence, du bleu clair en haut, du jaune sur les bords, comme un début de lever de soleil. Quand le dessin fut terminé, Léo le signa en grandes lettres capitales. « Nous. » Plus tard, alors que Julia se réveillait et les voyait assis là, son cœur se serra de la meilleure des manières. Elle cligna des yeux, les coins de sa bouche se retroussant tandis qu'elle chuchotait. « Vous formez une bonne équipe, vous deux. » Daniel ne leva pas les yeux de la feuille de coloriage. « On apprend des meilleurs. » Le lendemain matin, alors que Julia remplissait les bacs à crayons, elle le regarda et demanda doucement. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Daniel s'appuya contre le chambranle de la porte, les mains dans les poches. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle ne sourit pas cette fois. Sa voix était douce, mais sérieuse. Le thé, la couverture, les examens, coloriés avec Léo. « Pourquoi ?» Il marqua une pause, puis dit simplement. « Parce que des gens comme toi donnent de l'importance à des endroits comme celui-ci, et je veux garder cette lumière vivante. » Julia baissa les yeux,
ses doigts effleurant le bac étiqueté. Quand elle releva les yeux, ils étaient embués, et Daniel, sans avoir besoin de plus de mots, hocha la tête une fois, comme une promesse passée en silence. La lumière qu'elle portait n'était pas passée inaperçue, et il n'allait pas la laisser s'éteindre. Au fil des semaines, la confiance de Julia grandit, non seulement en tant qu'infirmière, mais aussi en tant que leader. Elle commença à prendre la parole lors des réunions, présentant de nouvelles idées pour des soins tenant compte des traumatismes, non seulement pour les patients pédiatriques, mais aussi pour le personnel. Sa voix était assurée, ses mots clairs. Ses propositions ne venaient pas de la théorie, mais de l'expérience vécue. Cela incitait les gens à écouter. D'autres hôpitaux appelèrent, demandant des conseils. Des articles furent écrits. Une vague de changements silencieuses, déclenchée par le refus d'une femme d'abandonner, commença à se propager dans le monde de la santé. Daniel ne s'en attribua jamais le mérite, mais en coulisses, il soumit discrètement une nomination à l'Alliance nationale des soins de santé. Julia Parker, personnalité de l'année. Il ne le lui dit même pas. Un après-midi pluvieux, le ciel s'ouvrit juste au moment où Julia et Léo quittaient l'hôpital. Leur bus était en retard. L'abri à l'extérieur de l'entrée principale fuyait. La voiture de Daniel s'arrêta au bord du trottoir, comme si elle était censée être là. « Montez », dit-il en baissant la vitre, l'eau battant sur la vitre. Julia hésita, mais Léo grimpa sur la banquette arrière comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle suivit, trempée et essoufflée. De retour chez lui, une maison chaleureuse et habitée avec des étagères pleines de livres et un tourne-disque qui fredonnait en arrière-plan, Daniel se déplaçait facilement dans la cuisine, les manches retroussées, retournant des croque-monsieur et réchauffant de la soupe à la tomate. Pas de grands gestes, juste une attention discrète. Léo s'assoupit à table, sa tête penchant lentement d'un côté. Julia tendit la main pour le réveiller, mais Daniel l'arrêta d'un signe de tête. « Je m'en occupe. » Il souleva doucement le garçon dans ses bras, le porta jusqu'au canapé et l'allongea. Puis il couvrit Léo d'une couverture en tricot et glissa son éléphant en peluche à côté de lui comme si cela faisait partie du rituel. Julia regardait depuis la cuisine, une cuillère figée à la main. Daniel revint, s'essuyant les mains sur un torchon. Il s'est endormi avant même que j'arrive au canapé. Il y eut une longue pause. Le son de la pluie tapotant sur les fenêtres remplit l'espace entre eux. Puis Daniel la regarda vraiment. « Je n'essaie de remplacer personne, » dit-il, la voix basse. « Je sais qu'il y a une histoire, un deuil, et qu'il n'y a pas de raccourci pour traverser ça. » Les yeux de Julia brillèrent. Il prit une lente inspiration. « Je veux juste être là pour vous deux, de la manière dont vous voudrez bien de moi. » Elle s'approcha, pas complètement, mais assez près pour que l'espace entre eux ressemble moins à de la distance qu'à un choix. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour tout réparer, » murmura-t-elle, « juste quelqu'un qui reste. » Daniel hocha la tête. « Je ne vais nulle part. » Et d'une manière ou d'une autre, dans cette cuisine silencieuse, avec la pluie tombant dehors et Léo respirant doucement sur le canapé, quelque chose qui avait été brisé commença à se sentir à nouveau entier. Un an plus tard, le centre de thérapie n'était plus seulement une pièce, c'était un mouvement. Des hôpitaux à travers le pays reproduisaient sa conception et sa philosophie. Des espaces tenant compte des traumatismes, inspirés par le courage doux d'un enfant qui avait un jour dessiné un robot pour tenir la peur à distance. Julia était devenue plus qu'une infirmière. Elle était devenue un symbole de résilience, une force tranquille pour la guérison dans un monde qui demandait trop souvent aux gens de prétendre qu'ils allaient bien. Elle n'avait jamais cherché à être un leader, et pourtant, les histoires se propageaient dans la communauté médicale. Comment elle restait la nuit avec des enfants en phase terminale pour qu'ils ne se sentent pas seuls, comment elle formait les nouvelles infirmières avec une patience et une détermination égales, comment elle avait bâti tout un programme sur les cendres de son propre deuil. Elle avait transformé le chagrin en quelque chose qui pouvait aider les autres à survivre et même à s'épanouir. Julia prenait la parole lors de conférences, sa voix douce mais inébranlable alors qu'elle racontait les parcours d'enfants et de leurs familles. Des interviews suivirent, dans lesquelles Daniel s'asseyait à côté d'elle, non pas comme un héros la flanquant, mais comme son égal, sa force tranquille, une présence constante. Pourtant, malgré les projecteurs, chaque soir, elle rentrait à la vie qui l'ancrait. Le rituel des histoires du soir, une marmite de soupe qui mijotait sur le feu, le rire de Léo résonnant dans le couloir, et le ton apaisant de Daniel lisant des livres sur les étoiles et les explorateurs vaillants.
Au printemps, la vie de la famille avait trouvé un rythme doux. Un soir, Daniel se pencha au-dessus de la poêle où grésillaient des crêpes. « 7 ans, dit-il en retournant une d'un geste expert. Ça mérite une vraie fête de lancement. Ils la planifièrent ensemble. Les invitations furent amoureusement confectionnées par les mains de Julia, des lettres scintillantes sur du papier cartonné, des étoiles et des fusées encadrant chacune d'elles. Leur thème, l'espace et les robots, un hommage au cœur imaginatif de Léo. Le centre de thérapie, l'endroit même où le voyage avait commencé, fut transformé en une galaxie de planètes suspendues, de guirlandes lumineuses scintillantes et de tables de bricolage jonchées de peintures, de papier et de crayons. Une imposante pinata en forme de robot, construite à partir de boîtes recyclées et de peintures argentées, trônait au centre, une création que Léo avait aidé à concevoir. À la fête, Julia regardait Léo virevolter entre ses amis, sa couronne d'anniversaire glissant et ses joues rouges d'excitation. Elle croisa le regard de Daniel de l'autre côté de la pièce, son expression détendue et chaleureuse, un reflet de la vie qu'ils avaient bâtie à partir de fragments de peur et d'espoir. Elle ressentit une vague de gratitude qui la ramena aux nuits froides où tout avait menacé de s'effondrer. Après le gâteau recouvert de crème à raser et les cris de joie, Daniel monta sur une petite marche et demanda l'attention. Le brouhaha s'apaisa tandis qu'il attendait. Avant de conclure, dit-il, la voix calme et sincère, il y a un dernier cadeau. Il tendit à Julia un petit carnet relié en cuir. Épais, doux et chaud au toucher, il semblait solide dans sa main. Elle étudia la couverture, remarquant une fine plastification encadrant ce dessin familier au crayon usé, le premier robot de Léo, ses bras ignifuges tendus. Julia pressa ses doigts contre la couverture, son souffle se coupant. Daniel inclina la tête. Elle tourna à la dernière page vierge. Imprimée là, de l'écriture de Daniel, se trouvait une seule ligne simple. Continuons à construire ce foyer ensemble. Veux-tu m'épouser? Ses yeux se remplirent de larmes. Daniel ne s'agenouilla pas ni ne parla de manière théâtrale. Il se tenait simplement là, stable et résolu, comme il le faisait toujours quand c'était le plus important. Je n'aurais jamais pensé que la guérison pouvait ressembler à ça, chuchota-t-elle en retour. La réponse de Daniel fut douce, mais certaine. Moi en place. Mais tu as rendu ça possible. Elle hocha la tête, le cœur plein. Oui, oui, je le veux. Autour d'eux, les acclamations éclatèrent. Les enfants applaudirent, les amis applaudirent. Les larmes et les rires s'entremêlèrent dans ce moment de joie. Léo se précipita, les serrant tous les deux dans ses bras, sa couronne de robot de travers et son sourire radieux. Il sauta de haut en bas et s'écria « Ils sont une famille ». Plus tard, Julia posa sa main sur le bras de Daniel sous les guirlandes lumineuses scintillantes, regardant Léo poursuivre des lanternes en forme de lucioles. Le centre de thérapie, autrefois un espace pour guérir les traumatismes, vibrait maintenant de célébration et de possibilités. De la tragédie, ils avaient construit quelque chose de vivant et de lumineux. En partant, Léo tira sur leurs mains, ses yeux pétillants balayant les invitations en papier scintillant. « On pourra toujours faire des fêtes de l'espace ?» demanda-t-il, la voix petite mais pleine d'espoir. Daniel le prit dans ses bras et lui chuchota à l'oreille. « Oui, mon grand. Autant que tu voudras. » Julia s'y pencha contre Daniel. Ils rentrèrent chez eux ensemble, dans la nuit, dans une vie faite de compassion simple, de force tranquille et de la croyance partagée que même le temps emprunté et la grâce empruntée pouvaient devenir les fondations de quelque chose de réel et de durable. Le mariage eut lieu un mois plus tard, non pas dans une chapelle, non pas dans une salle de bal, mais directement dans la salle de thérapie. Les murs étaient tendus de fleurs en papier et de pancartes peintes à la main par les enfants. Des dessins au crayon de cœur et d'étoiles étaient suspendus à côté de guirlandes colorées. C'était chaotique, imparfait et absolument magnifique. Julia portait une robe ivoire. Ses cheveux, maintenant plus longs, étaient attachés en arrière avec la même barrette qu'elle avait autrefois portée pendant les nuits les plus difficiles. Léo descendit l'allée devant elle, son nœud papillon légèrement de travers, portant un coussin d'alliance en forme de robot. Quand il arriva devant, il leva les yeux vers Daniel avec un sourire fier. « Prêt, papa ?» Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. Il s'agenouilla et serra le garçon fort dans ses bras. La cérémonie fut courte, honnête. Pas de presse, pas de photos posées.
Juste 2 personnes entourées de ceux qu'elles avaient aidés et de ceux qui les avaient aidés, se promettant la seule chose qui comptait. Je te choisis, chaque jour. Et à ce moment-là, la guérison n'était pas seulement quelque chose qu'ils donnaient aux autres. Elle devint la leur. Ensuite, alors que le soleil commençait à se coucher, ils sortirent tous les 3 dans le jardin de l'hôpital. Chacun portait un ballon avec un dessin attaché à sa ficelle. Celui de Léo montrait une maison avec de grandes fenêtres, des bonshommes en bâton souriant à l'intérieur. Celui de Julia était un croquis de la salle de thérapie, rempli de rires d'enfants. Celui de Daniel était le même robot, maintenant reconstruit, plus fort, souriant. Ensemble, ils les lâchèrent dans le ciel. Alors que les ballons s'élevaient, leurs dessins flottaient comme de petits drapeaux de tout ce qu'ils avaient enduré, de tout ce qu'ils avaient reconstruit. Au dos de celui de Léo, écrit en grandes lettres tordues, se trouvaient les mots « La maison, c'est là où l'amour reste, pas là où il commence ». Ils restèrent là un instant de plus, les bras autour les uns des autres. Et alors que le dernier ballon disparaissait dans la lumière dorée, leurs rires s'élevèrent aussi, doux, réels et magnifiquement sans peur. Un foyer bâti non pas sur la perfection, mais sur la présence. Et par un petit garçon, avec un robot et un cœur assez grand pour les guérir tous. Merci d'avoir regardé cette histoire touchante de résilience, d'amour discret et du courage extraordinaire d'un petit garçon qui a réuni une famille. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, nous vous invitons à rester avec nous. Abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme. Pour plus de récits authentiques qui élèvent, guérissent et nous rappellent le pouvoir de la compassion dans les endroits les plus inattendus. De nouvelles histoires sont diffusées chaque semaine, des histoires de héros du quotidien, de familles reconstruites, d'amour trouvé dans les moments les plus calmes. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter ci-dessous. Nous lisons chaque message, et vos mots inspirent nos prochains chapitres. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, gardez espoir, et continuez de croire aux secondes chances.